Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio, les vraies voix d'entrepreneurs. D'abord un sujet très important, une entreprise reprise par ses salariés ou très exactement ses cadres dirigeants. Vous allez voir, très important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont chercher de nouveaux patrons parce que la falaise démographique, le baby-boom, il touche aussi aujourd'hui les patrons. Ils partent à la retraite massivement. Il n'y a pas toujours des gens pour les remplacer. Donc quand c'est les cadres qui s'en occupent, c'est parfois très intéressant. Et puis ensuite un parcours, on va appeler ça de la banque à la plonge. Mais vous allez voir, j'ai des solutions pour la machine à café. C'est parti, les vraies voix sur Sud Radio. Éric Huguer, bonjour Éric. Bonjour Stéphane. Président donc de XL Group. Oui. Alors XL Group, société de conseil et de formation spécialisée dans les domaines de l'excellence opérationnelle. Vous me dites un mot de ce que vous faites, Éric, parce que c'est le rachat par les salariés évidemment qui m'intéresse là. En fait, notre métier, c'est d'améliorer, je dirais, la performance des entreprises par le développement des collaborateurs, notamment sur les techniques d'apprentissage, de résolution de problèmes. Et c'est ça qui fait qu'au fil de l'eau, au-delà, je dirais, des performances purement rentables et financières, eh bien, les salariés amènent des sujets pour régler leurs propres problèmes et donc développer leur propre performance. Parce que c'est pas amélioration parce que je voyais c'était industrie et services, parce que vous pensez au lean, au développement de l'efficacité industrielle. Non, c'est les people qui vous intéressent. C'est les people qui nous intéressent, mais l'origine de la société, on fait du lean management. Mais dans le lean management, il y a souvent la partie purement outils, Kaizen, etc., avec des mots très, très complexes. Alors, attendez, il faut traduire d'un mot Kaizen, c'est le truc de Toyota. Continue, voilà, c'est ça. Le lean, c'est le truc de Toyota des années 70. C'est le truc de Toyota, mais nous, on essaye aussi de faire du lean originel, et c'est le people qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit, c'est le développement, je dirais, des compétences. Et c'est la raison pour laquelle notre métier, c'est de faire du conseil, de faire du coaching, mais faire aussi beaucoup de formation. Et donc de pouvoir mettre à niveau par des parcours, je dirais, certifiants, eh bien des collaborateurs, des managers, des opérateurs de production ou des personnes qui travaillent dans les flux. C'est super intéressant, Éric, parce que donc d'un mot, alors on a reçu la semaine dernière un consultant industriel qui a écrit un bouquin qui s'appelle Hyper Manufacturing. Enfin, je sais pas si voilà. Et vous avez vu ça. Mais non, mais c'est super intéressant parce que en gros, je le dis très vite, je fais le résumé évidemment pour ceux qui nous regardent. Toyota années 70, c'est, comme vous le dites, le lean, c'est-à-dire il faut un flux continu et réduire les stocks au maximum, mais aussi chaque people sur la chaîne est capable de résoudre en partie les problèmes. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à oublier cette partie-là pour aller sur le flux continu, la mécanisation, la robotisation, alors qu'en fait les hommes de plus en plus vont devenir importants avec l'ensemble des datas qu'ils vont devoir gérer en flux continu aujourd'hui. Et donc c'est fondamental en fait le truc. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de buzzwords en ce moment sur la digitalisation, l'industrie 4.0, etc. Il est clair que de plus en plus dans nos usines, y compris même dans les services transactionnels, on parle beaucoup de robotisation, de RPA, d'intelligence artificielle. Mais l'idée d'une usine sans people, moi personnellement, en tant que consultant et ancien patron de prod et patron d'usine, ça me fait pas vraiment rêver. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de combiner le lean originel avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire oui les tablettes, oui le traitement des data, oui l'analytics, oui les big data, etc. Donc ça c'est clair que ça fait partie, je dirais, de notre ère et c'est bien, mais voilà, c'est réconcilier le people qui est sur sa chaîne ou dans son atelier ou dans son service avec les outils, je dirais, numériques d'aujourd'hui. Il y a quelques années, un industriel m'avait dit, alors c'est un truc, je crois que c'est la première fois que je la cite ici, j'adore ça, cette anecdote. Tu sais ce que c'est l'usine du futur? C'est un homme et un chien. Ouais. L'homme pour donner à manger au chien, le chien pour s'assurer que l'homme ne touche à rien. Hein, voilà, c'est ça le truc. Voilà, mais c'est pas vrai. Mais en fait, c'était il y a quelques années. Oui. Et en fait, tout le mouvement industriel me montre que non, finalement. À un moment, justement, dans la gestion de l'ensemble des sujets de production, les people vont rester indispensables dans l'usine. Ah ben, ça, c'est notre, je dirais, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est notre passion. C'est aussi la raison pour laquelle on a racheté la boîte, parce que avec l'ensemble des
managers et des associés, puisqu'on avait déjà créé en fait une structure où moi j'avais 10% dans l'entreprise, et là on a complété puisqu'on a en fait racheté la part du cédant majoritaire. Mais c'est aussi une passion et notre engagement par rapport à l'intérêt qu'on peut avoir sur le tissu, je dirais, industriel français et suisse. Alors nous on accompagne majoritairement des PME, des ETI, on travaille pour quelques grands groupes, mais vraiment notre cœur de métier c'est d'accompagner des patrons de boîte pour les amener sur des sujets où ils vont capter des parts de marché, où ils vont mieux travailler sur leur sérénité, la qualité des produits, etc. Et l'innovation aussi de leurs propres produits. Français et suisse parce que... on a une filiale, en fait on a créé... On est dans les Alpes, hein, ce qu'on n'a pas encore dit, mais voilà, et on est dans les Alpes. On a créé en fait une filiale en Suisse en 2014, donc on accompagne pas mal de boîtes, de PME industrielles qui travaillent pour la filière, je dirais, horlogère. Donc ce sont des gens qui font de la machinerie spéciale et donc on développe avec eux des programmes d'amélioration et des programmes de transformation. Éric, c'est deux mondes différents de chaque côté de la frontière, de chaque côté de la crête des Alpes. Ce que je peux constater, c'est qu'en Suisse, ils n'ont pas désindustrialisé. Ils n'ont pas désindustrialisé et je voudrais pas dire de bêtises, ils ont un salaire médian à 3 500 € quand le nôtre est à 1 700, je crois que c'est ça le sujet. Aussi. Salaire médian, hein, le salaire médian. Et ils ont travailler sur la compétence de leurs collaborateurs. Il faut savoir qu'en fait, en France, il y a pas mal de systèmes qui permettent, au travers du compte professionnel formation, d'obtenir des financements pour les formations. En Suisse, c'est sur fonds propres, en fait. C'est l'autofinancement, c'est-à-dire c'est les patrons de boîte. C'est les patrons de boîte qui décident de mettre, et donc ils vérifient l'efficacité. Et donc quelque part derrière, il y a aussi la volonté d'un certain en fait retour sur investissement par rapport à ce type de choses. En tout cas, ce qui est clair, c'est que voilà, en Suisse, quand on développe des programmes de transformation, globalement, les résultats sont là et il y a une certaine, comment dirais-je, il y a une certaine rigueur dans l'application aussi de ces différentes façons de faire. Vous avez l'impression que c'est un modèle parce que on en parle beaucoup là en ce moment. Moi, ça m'intéresse beaucoup tout ce qui. Alors, il y a les économistes disent ce qui marche dans un petit pays. C'est peut-être vrai d'ailleurs. Marche pas dans un pays de 70 millions d'habitants, peut-être. Mais une usine, c'est une usine. Je comprends que pour le consensus social et politique, ce soit compliqué. Mais pour une usine, c'est une usine. C'est la même. Une chose est sûre, dans l'arc du Jurassien, près de Delemont, il y a vraiment des pépites. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui, souvent d'ailleurs, ce sont des boîtes familiales, et ce sont des entrepreneurs qui vraiment développent leur outil industriel en travaillant aussi sur beaucoup d'innovation. C'est-à-dire que l'innovation, c'est pas uniquement un buzzword entre guillemets. Il y a vraiment de l'innovation sur leurs produits industriels, et c'est ça aussi, je pense, qui fait, je dirais, sur certaines thématiques, sur certaines filières, en fait, une force extraordinaire de leur industrie. La reprise dont XL. Donc, vous avez un patron fondateur. C'était le fondateur de la boîte. C'était pas le fondateur. C'était pas le fondateur. Il avait déjà fait une reprise sous forme de LBO. Qui décide de passer la main. Exactement. Là, c'est quand même parfois un saut dans l'inconnu pour l'entreprise. Oui. Entreprise, alors on l'a pas dit, qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça. Oui, un peu moins de 5 millions en 2019. Mais c'est juste pour dire que c'est une entreprise qui n'a pas non plus la force de se gourer, quoi. Et voilà, il faut faire gaffe à ce qu'on fait quand on fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est clair, oui. je vous le confirme. Il faut faire très très attention. Et donc, tout de suite est venue l'idée. Alors, c'est quoi? C'est les cadres dirigeants. Comment est-ce que, à combien vous la reprenez d'ailleurs cette entreprise? Vous êtes combien? À 7 plus un actionnaire minoritaire qui rentre, qui est un cabinet, je dirais, d'ingénierie financière. Sur combien de salariés ou de collaborateurs dans la boîte? À peu près 30 collaborateurs. D'accord. Et quoi? C'est ceux qui avaient les moyens, ceux qui avaient l'envie. Comment est-ce qu'on fait le choix de l'équipe qui va reprendre le truc? En fait, il y avait à peu près 3 ans, on a fait le pari. On était à peu près 3 cadres dirigeants entre guillemets, et donc on a fait une opération qui nous a permis de monter au capital. Et on a procédé à un certain nombre de réorganisations au sein du cabinet pour structurer un peu notre cabinet, pour monter des managers. Les managers conseils, donc ce sont des gars qui en fait ont des équipes de consultants et des équipes de formateurs. Et puis, il y a un peu plus d'1 an, on a réfléchi avec ce qu'était notre patron, et on a imaginé, je dirais, une reprise que moi j'ai voulu
collective. J'en suis le président, certes, mais je ne suis pas majoritaire. On a, je trouve, un certain équilibre en termes on va dire, de part sociale. Et puis surtout, on s'est organisé pour avoir chacun un petit peu nos thématiques, je dirais, d'excellence. Donc moi j'ai un des associés, Renan Emidi, qui est patron du conseil des consultants. J'ai Jean-Christophe Brouette qui s'occupe du marketing, de l'innovation et puis de la formation. Et moi j'ai repris la finance, le commerce et puis l'administratif. Et puis les 4 autres, pour compléter les 7, et ben c'est les managers qui sont maintenant associés au capital, qui développent en fait avec nous la boîte. Et les collaborateurs, bien évidemment. Il va falloir bien vous entendre. Hein. Alors, c'est ça le truc là maintenant. Hein. C'est ça le truc, mais la particularité, c'est que... Je le dis d'un mot, le risque c'est autant de baronnie, quoi, finalement. Exactement. Qui à un moment freine la croissance de la boîte. Je suis bien d'accord, mais on se connaît depuis, on va dire, 2016. D'accord. Ouais. Donc en fait, le mode de fonctionnement qui est, je dirais... Ouais, en 3-4 ans, on n'a plus de surprise, c'est ça que vous voulez dire sur les gars? Disons que on se connaît, on sait à peu près... Surtout quand on s'occupe de former des people, normalement, vous devez... Ouais, on doit être... Normalement, on est censé, je dirais, voilà, être à l'écoute, avoir un savoir-être qui permet de bien communiquer, parce que le contexte d'une reprise n'est jamais simple, mais en fait, on a repris la boîte en confinement, quoi. En plus. Moi, j'ai eu des calls avec les avocats. Oui, mais bon, elle est sur ça de côté, mais... Ce que je veux dire, c'est que ça... Mais aujourd'hui, on se connaît et quelque part, si on a fait l'exercice, c'est parce que on pensait que... D'abord, on croit en notre métier, on croit en notre capacité, je dirais, de continuer à développer la boîte, et puis surtout, eh ben, on prend plaisir à bosser ensemble. Et il n'y a pas qu'au niveau associé. Enfin, je veux dire, c'est important, on en parlera peut-être au niveau de l'innovation qu'on a faite justement dans la période de confinement, au niveau de nos parcours de formation qu'on a digitalisé en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Et on a vraiment eu, je dirais, la boîte et les salariés avec nous qui, je pense, vraiment nous font confiance, quoi. Et tous, à un moment ou à un autre, vont être associés au capital. Enfin, alors, je le vois gros comme une maison. Vous allez essayer de... Ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir. En fait, on est parti d'une situation où il y avait uniquement un actionnaire majoritaire. Ouais. On est passé par une situation transitoire où nous étions 4. Maintenant, nous sommes 7. Il n'est pas impossible que dans les futures réflexions, on soit sur une logique effectivement d'ouverture de capital. Ouais. C'est très intéressant, hein, parce que enfin, je trouve que vous êtes emblématique. La taille de la boîte, on peut le regretter, mais énormément d'entreprises en France, des centaines de milliers d'entreprises en France ont aujourd'hui cette taille-là. C'est clair. Ouais. Et parmi ces centaines de milliers, des dizaines de milliers vont avoir ce sujet de transmission de l'entreprise. C'est clair. Donc voilà. Mais il faut se connaître, ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Il faut travailler ensemble depuis 3-4 ans pour être sûr de ceux avec qui on travaille. Bah, oui, notamment, on intervient aussi chez nos clients pas mal en équipe sur des problématiques qui peuvent être parfois un peu ardues, avec des enjeux sociaux, des enjeux techniques importants. Donc, au-delà du fait de bien s'entendre en interne, c'est aussi important de bien s'entendre en externe quand on fait des interventions chez les clients, quoi. Merci Eric Huguer, donc président de XL Group, de la banque à la plonge. Oui, la plonge, la vaisselle. C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart les amis, on repart avec alors Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane. Adrien Leblanc, fondateur de AUUM. Alors au début j'ai cru que c'était un truc en mode zénitude, AUM, etc. Non. Non, absolument pas. Non, nous ça s'appelle AUM, comme vous souhaitez prononcer. C'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique. Alors on est maintenant. Arrêtons l'usage unique exactement. maintenant. Alors pourquoi ça? Parce que nous on est... Attendez, avant parce qu'il y a
tas de trucs bizarres. Regardez, le petit titre que j'ai proposé à notre interview, c'est de la banque à la plonge. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé ma carrière en banque d'affaires chez Messier Maris en M&A, et puis j'ai rencontré 4 ingénieurs extrêmement talentueux. Vous allez vite, je vais vous couper la parole sans arrêt, Adrien. Messier Maris, c'est, comment vous dire, si vous êtes dans l'automobile, vous travaillez chez Porsche, quoi. Vous voyez, enfin voilà, c'est l'excellence quand même en termes de M&A. Voilà. C'est une banque d'affaires qui se positionne sur des deals, on va dire les plus gros deals de la place. Mais vous en avez eu marre? Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, on a envie de toucher à l'opérationnel, on a envie d'avoir des projets long terme. Mais comment ça, au bout d'un moment? Vous êtes un gamin, vous y êtes resté combien de temps chez Messier Maris? 3 ans chez Messier Maris. Et bien, mais surtout, c'est génération slasher, vous savez ça, hein? Peut-être, génération zapper, on dit aussi. Ouais. Non, mais tout simplement, c'est aussi une question d'humain. J'ai rencontré 4 ingénieurs extrêmement talentueux que j'ai eu envie de rejoindre, qui avaient des compétences extrêmement complémentaires aux miennes. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire. On a monté un produit qui est extraordinaire, une machine qui lave un verre en 10 secondes, 2 centilitres d'eau et sans produit chimique. Comment? Technologie de vapeur d'eau. Donc 5 secondes de séchage. Attends, on va la voir. On va la voir. Il faut la voir parce que au début, moi aussi, je lisais ça, je comprenais rien. Quand on voit l'image, on va comprendre et puis ensuite on va discuter. Donc voilà, on voit le verre d'eau qui se remplit et votre machine, c'est vraiment une cafetière Nespresso. Enfin, on peut pas la décrire autrement. Enfin, voilà. Ouais, vous pouvez appeler ça une cafetière Nespresso. Moi, j'appelle ça de l'innovation dans le nettoyage. Ouais, absolument. Non, là, vous appelez ça le Apple du nettoyage. C'est notre ambition. Voilà, nous, on a une boîte de R&D, une boîte de marketing. On a fait une machine qui est belle, qui est design, on a envie d'utiliser. Je décris pour ça parce qu'il y en a qui nous écoutent à la radio, il y en a qui nous écoutent en podcast. Donc en gros, on met le verre à l'intérieur d'un petit cylindre, le cylindre se referme, et là vous envoyez, mais c'est 2 secondes, c'est ça? Exactement, il y a 5 secondes de séchage, un flux de vapeur d'eau à 140 degrés, et ensuite et le verre séchage. Et le verre, il est propre, désinfecté, ça c'est important pour le Covid, et sec. Qu'est-ce qui vous fait penser que cet objet-là magnifique, il a finalement moins d'impact sur la planète que des gobelets en plastique qui sont récupérés et recyclés parce qu'on est en France et on n'est pas dans un pays en développement où ils se retrouvent sur le trottoir et dans les rivières. Faisons le calcul. Une machine qui est pour environ 100 employés sur un site, c'est en moyenne 300 gobelets jetables par jour. Sur 5 ans, au minimum 50 durée de vie de la machine. Nous, on estime qu'elle va plutôt faire 10 ans. On fait le calcul. À mon avis, on est quand même largement plus écologique que le nombre de milliards de gobelets jetables qui sont jetés par an. Attendez, je suis avec un directeur financier, Messier Maris, donc on peut le faire. 3 jours, il y a quoi? Il y a 200 jours de travail, 300. Voilà, ça fait. Surtout, il faut calculer par le nombre de machines. Il faut multiplier par le nombre de machines qu'on place. Et c'est là que l'impact est extraordinaire. C'est que si on place plus de 10 000 mais chaque gobelet déjà, c'est 10 000 gobelets par an, quoi. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 milliards de gobelets jetables jetés en France. Déjà, c'est monstrueux. Donc déjà, si on arrive à cette économie-là, je pense qu'on est... jeter, mais récupérer, recycler, ce que je veux dire, c'est... Non, parce que ce qu'on sait pas, c'est que le gobelet recyclable, qu'on appelle recyclable, c'est 5 litres d'eau pour le produire, que c'est 30% du temps mal recyclé. Donc ça a un impact énorme, également. Donc le but, nous, notre vision, c'est que l'écologie passe par la réutilisation. Donc on veut être des experts du nettoyage pour permettre la réutilisation. Et le gobelet, c'est la première étape. Nous, derrière, on va attaquer les Tupperware, les gourdes, les pailles. La technologie, elle est là. Ça, c'est la première brique. La première brique technologique. La technologie, c'est la vapeur. La technologie, c'est la vapeur vous permet, avec très peu d'eau et très peu de temps, de nettoyer parfaitement. Ce qu'on constate, c'est que dès qu'on encastre la vapeur dans un système très restreint, elle a des vertus de nettoyage qui sont les plus performantes qui existent. Et il n'y a pas besoin de chimie pour ça. Du coup, nous, notre vision, c'est qu'on va créer des outils de nettoyage vapeur qui s'adaptent à différents types de contenants pour pouvoir y permettre une réutilisation. Bon, et alors, il nous reste une minute, mais vous avez évidemment de fortes capacités de monter des dossiers, de monter un dossier financier. Ce que je veux dire, c'est il a fallu quand même convaincre des industriels de partir de votre idée. On a discuté avec beaucoup d'investisseurs. Heureusement, on est tombé sur des personnes très intelligentes qui ont compris le potentiel du projet. Ça n'a pas été forcément simple parce que le hardware en France, ça n'a pas forcément de bonne publicité. Mais quand on cherche et quand on s'est dit de convaincre les gens, on trouve. Donc là, on est effectivement en train de finaliser une levée de fonds. On peut pas y en dire plus pour le moment, mais ça va arriver très vite et on va arriver très rapidement sur le marché. Vous m'avez donné les 3 clés de ce qu'on va appeler une start-up industrielle finalement. Oui. On est ravis. Donc expertise industrielle, design épuré, go-to-market efficace. Exact. Merci Adrien. Donc Adrien Leblanc, fondateur de AUM. Arrêtons l'usage unique. Maintenant, on se retrouve demain. D'autres vraies voix sur Sud Radio.